Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence. Ça y est, c'est bon, on est prêt pour ce nouveau mardi de l'espace, toujours organisé par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et puis l'association Bar des Sciences Paris. Et ce soir, le thème c'est des mythes et des cieux. Moi, mon voisin me dit toujours que je suis mythomane. Il me dit toujours, si tu crois qu'un beau jour la pluie s'arrêtera de tomber, tu es mythomane. Si tu crois qu'ici on mange la meilleure tatin de Paris, tu es mythomane. Si tu crois que pour 6 € t'auras tout sur les mythes, tu sauras tout sur les mythes, pardon. Si tu crois que pour 6 € tout sera tout sur les mythes, tu es mythomane. Si tu crois que le savoir circule librement dans ce bar, tu es mythomane. Si tu crois que ce soir on entendra Paul de Brême chanter, tu es mythomane. Ça c'est ce que me dit mon voisin tous les soirs, en rentrant chez moi chaque soir. Mais moi je lui ai répondu cet après-midi qu'il n'a qu'à venir ici, il verra bien si c'est vrai. Alors ça, je suis d'accord. Est-ce que finalement la science n'est pas, elle aussi, d'une certaine manière, productrice d'une certaine mythologie? Est-ce qu'on n'est pas finalement inconsciemment guidé par un arrière-fond mythologique? On va se poser ce type de questions, et puis toutes les questions que vous avez envie de poser, de vous poser à nous tous, et puis de poser à nos deux intervenants en particulier, c'est Sylvie Dallet et Jacques Arnoux. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît, Sylvie Dallet? Dites-nous qui vous êtes. C'est ça. Je suis professeure des universités en art, au départ en histoire culturelle, et je dirige un programme de recherche international qui s'appelle Éthique de la création, et dans lequel il y a un séminaire qui s'appelle Éthique et mythes de la création. Donc depuis 2008, on a des dialogues avec des personnalités très différentes, dont Jacques Arnoux, et sur ce que c'est qu'un mythe et comment il s'applique et comment il peut nous être utile encore, et toujours d'ailleurs. Et vous dirigez aussi une collection? Je dirige la collection Éthique de la création, qui est une collection mixte entre l'Institut Charles Cros, dont je suis présidente, et les éditions de l'Harmattan. Rappelez-nous ce que c'est que l'Institut Charles Cros, l'amour. Alors l'Institut Charles Cros, au départ, c'était une unité de formation recherche universitaire interdisciplinaire, et aujourd'hui elle a mué, c'est un organisme autonome qui essaie de réconcilier, disons, la formation, la recherche et la création. Donc nous avons beaucoup d'artistes qui sont des chercheurs et qui travaillent avec les scientifiques et avec d'autres personnes de la société civile. D'accord, et à votre côté, donc Jacques Arnoux. Donc, bonsoir, moi j'appartiens au CNES où je suis chargé des questions éthiques. Éthique et mythe, ça rime, donc j'ai dû me plonger dans la cuisine mythologique en même temps que dans les questions éthiques posées par les questions spatiales. Voilà. D'abord, quand même une petite définition. On en a une idée de ce qu'est un mythe, évidemment, mais est-ce qu'il y a une définition ou pas? C'est moi qui réponds. Il y a plusieurs définitions du mythe, mais la plus sincère ou la plus jolie, c'est que c'est un récit des origines. C'est-à-dire que toute action importante a un récit des origines. Et toute action importante est en fonction de ce récit des origines. Donc il y a des récits qui nous sont parvenus, soit qu'ils aient été gravés dans la pierre, soit qu'ils aient été écrits sur des parchemins, ou alors transportés de façon orale, sur le ciel et sur la terre et sur la fondation du monde. Nous en avons beaucoup. Et ce qui est important en ce moment, c'est qu'on arrive à confronter tous ces mythes qui sont relatifs à l'espace. Et là, ça nous donne une dimension, une qualité supplémentaire pour en trouver, pour s'en inspirer et pour comprendre, y compris des découvertes scientifiques les plus récentes comme la physique quantique. Alors quel serait le lien là, entre la mythologie et la physique quantique selon vous?
Alors, la mythologie, d'abord, c'est le discours sur les mythes. Alors, là, on parle des mythes. La physique quantique, je suis littéraire, vous m'excusez, donc je vais sans doute prendre des mots qui ne sont pas les bons. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, la physique quantique, c'est qu'il y a la découverte d'un enchevêtrement de mondes et de mondes multiples. Et ça, c'est dit dès le départ, dans tous les mythes qui sont les mythes fondateurs de l'humanité. Dans tous les mythes fondateurs de l'humanité, il y a plusieurs un mondes. enchevêtrement. Moi, ce que j'ai lu, parce que du coup, je me suis un petit peu intéressé à ces questions-là, c'est qu'on voit souvent qu'il y a le monde terrestre et puis le monde céleste, déjà. Il y a déjà ces deux mondes-là. Il y en a trois. Ok. Il y a celui des profondeurs. Donc c'est la Terre est profondeur. Non, les profondeurs. Oui, d'accord, c'est en dessous de la surface. Oui, c'est en dessous. La Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde ordinaire. Dans le chamanisme, il y a trois mondes, qui est donc la plus ancienne spiritualité de l'humanité. Il y a toujours ces trois mondes, à minima. Le monde des animaux, qui est le monde d'en bas, le monde qui est le monde ordinaire, celui dans lequel nous sommes, et il y a le monde des cieux, qui est le monde des guides. Et à partir de ces trois mondes, il y en a en fait beaucoup d'autres qui s'enchevêtrent. Là, vous venez de dire, de parler de mythes chamaniques. Pour vous, les mythes chamaniques sont les plus anciens des mythes, j'ai cru comprendre ça. Les autres procèdent de mythes chamaniques, c'est ça? Oui. Et c'est quoi? C'est où ils viennent d'où ces mythes chamaniques? Je sais qu'il y a des chamans, je sais pas, en Amérique du Sud, etc. Je sais pas si vous considérez qu'en Afrique il y a des chamans. Toutes les philosophies chamaniques ont cette tripartition du monde. Après, les religions ou les interprétations cosmogoniques ont un petit peu spécialisé ces mondes. Et donc la base, c'est ça, c'est les trois mondes qu'on retrouve partout. Et ces trois mondes peuvent, par exemple les Mexicains, dans les mythes aztèques, disent qu'il y a 13 mondes. Chez les Amérindiens, il y en a souvent 9. Et donc ces mondes sont reliés à notre monde, au monde d'en bas, souvent par des grands arbres qui sont des arbres de connaissances et qui indiquent toutes ces connaissances multiples et tous ces voyages multiples que nous faisons en esprit dans le monde des étoiles et du ciel. Donc ce sont les arbres qui relient les trois mondes, ils ont des racines dans les profondeurs. Ce sont des arbres de connaissances. Ouais. Et ils vont vers le ciel et donc ils relient un petit peu les trois mondes. Oui, alors c'est bien sûr très symbolique. Et c'est une façon de comprendre la circulation des connaissances. Toutes les civilisations ont construit des mythes, des récits comme ça pour raconter les origines. Toutes les civilisations ont des récits. Ouais. Il ne peut pas y avoir de civilisation sans récit. Maintenant, il n'y a pas des arbres partout, c'est-à-dire les Inuits n'en ont pas. Donc, voilà, c'est tout. C'est que le travail sur les mythes, c'est d'abord un travail sur l'analogie avec la nature. Donc, la vision des étoiles, on reconstruit le monde du chasseur de la préhistoire et on voit dans les étoiles cette chasse céleste qui est la fonction vitale pour se nourrir. Si on prend les Grecs, même les Chaldéens qui ont, je crois, inventé les constellations, il n'y a pas que des chasseurs dans le ciel. Pourquoi est-ce que vous insistez sur la présence des chasseurs sur la voûte céleste? Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de chasseurs, et il y a beaucoup de jeunes filles qui ont échappé à des hommes brutaux qui voulaient s'en emparer. C'est une forme de chasse. Ce sont des chasseurs entre guillemets, d'accord. Et puis, il y a quelques dieux ou demi-dieux qui ont réussi à faire des travaux exceptionnels, comme Hercule. On retrouve que les travaux d'Hercule sont vraiment chez les Grecs très, très, très identifiés dans le ciel. Mais toutes les civilisations ont, par exemple les Celtes, c'est un loup qui cherche à dévorer le soleil. Chez les Inuits... Alors qu'est-ce que c'est l'atelier où c'est quoi? C'est la nuit? C'est quoi le... Peut-être que c'est la nuit, d'accord, oui. Ouais. Oui. Chez les Inuits, par exemple, le soleil est féminin et la lune est masculin. Ils sont frères et sœurs. Et la lune et le soleil se poursuivent constamment. Donc il y a des choses qui sont parfois inversées de ce que nous connaissons.
Parce que chez nous, Io, c'est plutôt un... Et Séléné, c'est sa sœur, je crois. Oui, c'est sa sœur épouse. Ouais, c'est plutôt une femme. Nous avons tendance à considérer que la Lune est une femme, Oui. nous, de notre civilisation, mais ce n'est pas le cas de toutes les civilisations. Et alors, il y avait des civilisations qui avaient un rapport extrêmement fort avec les cieux, et notamment, je pense aux Égyptiens, avec l'importance du soleil quand même. Oui, et par exemple, cette étoile Orion, je ne sais pas si c'est une étoile, une galaxie Orion. Orion, c'est une constellation. C'est une constellation, donc autant pour moi. Les Égyptiens, ils voyaient Osiris. Donc il y avait sans doute le lien entre cette constellation et le démembrement d'Osiris. Encore une fois, on peut comparer les mythes, et ce qui est important de comprendre, c'est que tous les mythes ont une idée des origines de l'humanité. Donc ces origines de l'humanité, c'est soit un œuf qui est clos, soit un animal qui crée le ciel et la terre, soit ce que vous connaissez, c'est-à-dire une succession d'événements qui arrivent à l'homme en bout de course, quoi. Effectivement, il y a souvent un œuf là, dans ces mythes. Et notamment, alors, je vous en ai trouvé un là. Ah oui, c'est pas mal ça. Ça, c'est dans le taoïsme. Permettez que je vous lise un petit mythe taoïste donc, qui vient de Chine. Donc, c'est le mythe, c'est les origines, donc c'est comment se crée le monde finalement. Avant la séparation du ciel et de la terre, régnait le chaos, le vide, l'obscurité et les profondeurs insolubles de l'océan primitif. Du chaos sortit l'œuf originel, l'œuf de l'univers. Dans cet œuf dormait Panku, le premier être vivant. Son sommeil dura 18 000 ans. Panku finit par s'éveiller et brisa la coquille de l'œuf. Les éléments de la coquille volèrent en éclats à travers l'espace. Les plus légers et les plus purs, le yang, volèrent vers le haut, tandis que ceux qui étaient plus lourds, le yin, tombèrent et créèrent la terre. Le yang représentait le ciel clair. Le yin représentait la terre sombre. Panku s'étendait comme pilier sans fin du sol aux confins du ciel. Épuisé par son labeur, il s'allongea sur la terre et mourut. Son corps immense se métamorphosa alors. De son corps naquit la terre. Sa respiration devint le vent et les nuages. Sa voix donna naissance au rugissement du tonnerre. De son œil gauche brillait le soleil, et de son œil droit scintillait la lune. De son corps naquirent les 5 pics sacrés demeure des dieux. De ses larmes apparurent les fleuves, de ses veines les routes et les chemins. De sa chair poussèrent les arbres. Ses poils furent l'herbe et les fleurs. Ses cheveux représentèrent les étoiles. Vous demandez les hommes, j'imagine, comment est-ce qu'ils sont nés. Là, je veux dire, des parasites, punaises, puces et morpions qu'il portait sur lui, naquit le genre humain et les diverses peuplades constituant le monde. Ce qui est intéressant, on n'est pas dans les questions spatiales en l'occurrence, mais plutôt dans la manière dont nous, alors, bien dit, hein, c'est là on est dans une autre culture, une autre manière de voir l'origine du monde et de l'humanité. Et aujourd'hui, quand dans d'autres barres des sciences que le nôtre, on aborde les questions de l'origine de l'homme, on peut se trouver confronté à des réactions assez négatives parce que dans nos cultures occidentales, l'homme effectivement n'est jamais considéré comme un descendant de morpion. Parce que déjà descendant de singe, on a du mal, alors descendant de morpion, je vous laisse imaginer ce que ça donne dans les milieux créationnistes. C'est vrai. Et donc c'est important cette question des mythologies au sein desquelles ou face auxquelles des discours scientifiques qui ont d'autres références peuvent évoquer les mêmes questions, la question des origines, qui sont l'univers, l'origine de l'univers, l'origine de la Terre, l'origine des éléments, de l'eau. Bon, ici on avait parlé, est-ce que l'eau qui est sur Terre vient d'une certaine comète? Très bien. Tout ça, ça reste encore assez loin de nous, donc on n'est pas trop gêné. Mais lorsqu'on est issu d'une culture où la mythologie est plutôt en faveur de l'homme, qui lui descendrait aussi d'un être divin, et pas des morpions d'un être divin, et qu'on lui dit, bah non, c'est plutôt, vous êtes plutôt le coussin d'un singe, évidemment, là, il y a des frictions qui peuvent être extrêmement violentes. Ouais. Alors, en revanche, quand on... Donc c'est quand les récits viennent
en contradiction les uns avec les autres, et qu'il y en a un qui essaye de, Voilà, de mais- prendre le pas sur l'autre. Mais d'autres moments, au contraire, il peut y avoir une plus grande aisance dans la réception des sciences. Je me souviens avoir rencontré des primatologues japonais et d'avoir abordé ces questions-là, parce que les primatologues occidentaux, quand ils racontent leurs travaux de primatologues, évidemment, ça fait rire certains et ça fait grincer les dents d'autres. Pourquoi? Parce que quand on vous dit qu'en gros, que les comportements de l'humain et des singes, c'est à peu près la même chose, Ah oui. à part les barres des sciences. À part des sciences et peut-être la musique, quoi, je ne sais pas, peut-être des singes qui font de la musique avec des cailloux, je ne sais pas. Et en revanche, c'est vrai que l'approche Ils chantent en tout cas. des primatologues par rapport à et la manière dont leurs travaux sont reçus dans des civilisations où le singe a sa place, dans des mythologies où le singe a sa place de sage, de médecin, de roi. Donc il y a, de ce point de vue-là, être cousin d'un singe, c'est pas un problème. Parce qu'on l'est, on l'est déjà. Donc, Sylvie Dallet. En plus, je vous en prie. On est en année singe de feu, c'est la meilleure année en 60 ans. Ah, pour les Chinois, c'est ça. Oui, pour les Chinois. D'accord. Oui. D'accord. Et alors, Sylvie Dallet, ce mythe-là, parce que Jacques Arnoux disait qu'on était loin du ciel. Ben, on raconte comment le ciel est né, hein, et il naît Et c'est même quand assez même un précis. œuf, ouais. Et c'est même assez précis. L'homme n'est pas particulièrement considéré par rapport aux éléments. Ce sont les éléments, les grandes forces qui sont valorisées. Et donc, ça donne... c'est une leçon d'humilité, bien évidemment. Mais ce qui est important aussi, c'est que, en fait, c'est tout un récit métaphorique sur la décomposition. En réalité, nous sommes tous nés d'une décomposition. Et là aussi, on peut y réfléchir parce que c'est assez juste. Oui, c'est assez juste, c'est-à-dire que ce qu'on raconte quand même, c'est que nous sommes nous-mêmes nés, enfin par exemple certains atomes qui nous constituent ont été créés dans des étoiles qui sont des précédentes générations d'étoiles qui ont disparu aujourd'hui. Et l'univers s'enrichit avec... Nous avons des avec la- poussières d'étoiles dans notre Nous corps. sommes, nous sommes constitués de de poussières poussières d'étoiles, absolument. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc voilà quelques jolis mythes. Ah, il se passe quelque chose. Dans le monde d'en haut, il y a débat sur les mythes. Dans le monde d'en bas, il y a du foot de haut niveau. Quand il y aura des buts, on entendra bien vite des cris, des rugissements, faudra parler haut. Et donc là, on voit dans ce mythe qu'on a effectivement un monde qui est le monde du bien, du yang, qui est le monde céleste, et on a un monde franchement pas très folichon, qui est le monde, c'est le yin, et qui est le monde du bas. Est-ce que c'est toujours comme ça, le monde céleste, qui est le lieu des divinités, des corps subtils, alors que la terre, c'est le lieu de la décomposition, de la décadence, enfin de la... Pour les Inuits, par exemple, à côté du thé vert jasmin, pour les Inuits, ils disent qu'il n'y a pas de création du monde par un papa et une maman, c'est qu'en fait, ils ne savent pas ce qui se passe et ils ont peur d'abord. Et donc, c'est la façon la plus honnête de répondre, quelque part. Et ils ont par pourtant placé des animaux dans le ciel, et des ours, des chiens, des traîneaux. Et donc c'est le ciel comme un miroir. Et pour eux, la Terre glacée, c'est le plus bel endroit du monde, le plus beau paysage. Donc je ne pense pas qu'il ne faut pas faire une analogie binaire entre un ciel idéal qui serait peuplé d'esprits bénéfiques et une terre qui serait grouillante de vers et de vermine et de transformation. Alors c'est un peu le cas quand même dans les mythes grecs et dans la religion catholique. Dans la religion catholique, certainement, puisque... On est rejeté du jardin de l'Éden et on Oui. va passer son temps sur la terre, à travailler et à prendre de la peine. Oui,
Mais alors, les Grecs avaient quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'ils avaient cette idée que le temps était un temps qui dévorait. Donc nous, vous savez l'histoire, c'est que les Grecs ont inventé le temps et nous on a inventé les montres. Donc c'était quand même un espace extrêmement violent. Violent. Oui. Ouais. C'était un espace-temps très violent. Jacques Arnoux. Je ne voudrais pas contredire les spécialistes des mythes, mais quand même la cosmologie grecque, elle est binaire. Elle est duale, elle est plutôt duale. Ouais. Il y a quand même la cosmologie. La cosmologie dont nous avons hérité d'un philosophe grec qui s'appelle Aristote. Oui. Mais c'est vrai que je le fréquente assez peu. Mais non, Aristote n'est pas un de mes potes, mais en tout cas, on sait que dans notre culture, donc là on quitte les Inuits, notre culture, cette cosmologie nous a influencé durant des siècles, et qui est une cosmologie qui, elle, est binaire. Cosmogonie, ouais. À la fois cosmogonie, mais surtout cosmologie, c'est-à-dire au sens comment je regarde le monde, comment je construis le monde. Comme je dis, en fait, c'est aussi comment je construis le monde, parce qu'évidemment, il m'apparaît d'une certaine manière, mais j'en fais cette construction. Et elle est un peu binaire. Le cosmos, c'est la chose qui est parfaite, auquel moi, humain, je n'ai pas accès. C'est Oui, Il y a une contradiction, un débat. Débat. Oui, en fait, ce qui fascinait les anciens, aussi bien du côté des Grecs que les autres, c'est qu'ils imaginaient ou ils traduisaient le fait qu'il y a une musique des sphères. C'est-à-dire que les vibrations, les ondes qui nous arrivaient des étoiles pouvaient être traduites en musique. En fait, nous étions mis nous-mêmes en musique par ce qui nous arrivait des étoiles. Et puis, il y avait ce lien entre les étoiles et le moment de la naissance, c'est-à-dire que nous étions à la fois mus par les étoiles, par l'astronomie et par une astrologie, et qu'elles pouvaient être bonnes, mauvaises, et toujours à transformer de toute façon. Donc quand on était sous une mauvaise étoile, c'était pas tout à fait la situation angélique que tu décris. Je ne parlais pas d'astrologie, je parlais simplement du fait que, de ce que j'ai pu apprendre des universitaires, parce que j'en suis pas un, c'est quand même que pour ce qui concerne notre culture, voilà, avec le foot en bas, les débats en haut, enfin, ce que nous sommes aussi, jusqu'au XVIIe siècle, eh bien, penser un voyage de l'humain dans l'espace, en fait, c'était impensable, c'était même interdit par la représentation du monde que nous nous étions bâtis. Et ce monde, c'était un cosmos avec au centre une petite sphère tout à fait particulière, qui était la sphère terrestre, qui allait jusqu'à la Lune. La Lune était juste à la limite. Elle est d'ailleurs toujours à la limite. Il y a le monde supralunaire et sublunaire. Et que les habitants de cette sphère au centre n'avaient pas le droit, parce qu'ils étaient imparfaits, parce qu'ils étaient des espèces de punaises et des morpions. Ils ne pouvaient pas rêver, même pas rêver, de rejoindre un jour, tels qu'ils étaient dans leur corporité de morpions, le cosmos. S'ils étaient vraiment des gens très bien, peut-être qu'après leur mort, leur esprit serait récupéré par des dieux. Il y a quand même l'élévation. Oui, non, mais l'âme va rejoindre Dieu, et Dieu est quand même au ciel, non? Si il y avait un certain nombre de conditions, le voyage était possible, mais il fallait pour ça se détacher de sa condition de morpion. Et il y a quelque chose qui s'appelle le songe de Jacob. Oui, je ne connais pas. Oui, j'aime bien, parce que Jacob, c'est mon prénom en fait. Pourquoi ? Jacob. Jacques, Jacob. Oui. Alors. Et donc, Jacob, c'est un type qui a fait plein de choses. Il a inventé la génétique, enfin bon. Si, c'est vrai, d'accord. Il a compris comment ça marchait, sa manière. Et un soir, il dort, et il a un songe. À ce moment-là, quelque part, dans un songe, c'est du chamanisme. Enfin, il a accès grâce à ça. Mais donc, le songe, quelque part, il quitte un peu son corps, justement. On est quand même on a un lien. Bon. Et qu'est-ce qu'il voit quelque chose? Il voit une échelle. Il voit une échelle qui va du sol jusqu'au ciel. Et sur cette échelle, il y a des anges. C'est pas lui qui emprunte l'échelle. Il n'a pas le droit d'emprunter l'échelle. C'est uniquement des anges, donc des êtres célestes qui n'ont pas de corps, qui sont des esprits que l'on peut voir momentanément, qui descendent du ciel, qui remontent. Mais ça, c'est
Donc il dit, bah, c'est un lieu particulier, c'est un lieu où c'est pas un arbre cosmique, c'est une échelle, mais c'est la même formule. Et ce lieu, c'est uniquement pour les esprits. Donc peut-être plus tard, si je suis Mais il les a quand même vus, quand même, ces esprits. Oui, parce que c'est un songe. Petit Madame Dallet. Je suis du côté du chamanisme, c'est pour ça que j'ai essayé. Et il les a vus, ces esprits. Donc il a été invité à les voir. En songe. Oui, en songe, oui. Mais c'est vrai que on a une tradition française ou chrétienne qui assigne au ciel des rôles particuliers. Mais encore une fois, aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a des autres mythes, ça nous permet de bien faire la différence et de trouver également des mythes qui sont extrêmement favorables à ce voyage interstellaire. Et il y a eu quelques films qui ont parlé de ce voyage interstellaire depuis Méliès Le voyage dans la Lune. Vous avez aussi un film soviétique en 1924 qui s'appelait Aelita. Mais ça, mais après le XVIIe siècle dont parlait Tout à fait. Et en Occident. Jacques, c'est-à-dire. Tout à fait. Ouais. Et c'était On n'est plus dans un monde bercé par la mythologie ancienne, on est dans un monde Voilà. scientifique. Ouais. Oui. Donc là, effectivement, à partir du XVIIe siècle, ça devient plus aisé de penser le voyage spatial. Oui. Non Oui. C'était juste pour terminer mon histoire, hein, parce qu'évidemment, la rupture, c'est le XVIIe siècle. Dans ce monde occidental, c'était effectivement quasiment impossible, même interdit de rêver de partir avec son corps dans ce ciel. On pouvait regarder loin, C'était les sorciers. ou alors, oui, mais les sorciers, ils étaient des hérétiques. Il faut voir qu'il y a encore, comme toujours, il y a des Ils idéologies volaient quand même dominantes. dans les airs. Et les sorcières volaient. C'était les sorcières. Ah oui, monsieur, il y avait des sorcières. Et récemment, j'ai entendu des littéraires m'expliquer ça. C'est que quand on regarde, c'est que jusqu'au XVIIe siècle, il y a très peu de récits, voire pas de récits de voyage dans l'espace. Au sens où un humain s'embarque dans quelque chose. Dans nos traditions. Dans nos traditions Ouais. occidentales. Je parle que de qui Dieu de nous sommes. Mais au XVIIe siècle, là, il y a une rupture scientifique, dans la part des sciences. Il y a des gens qui s'appellent Copernic, des gens Galilée, Kepler, qui regardent le ciel avec un autre œil, un œil scientifique, et qui disent, mais cette différence dont on nous parle tellement, moi je la vois pas, dit Galilée. Au-delà de la Lune, c'est comme avant la Lune. Il y a des satellites de Jupiter, des taches sur le Soleil, il y a la Lune elle-même, il y a plein de montagnes. C'est pas une matière différente de la nôtre. Et la grande découverte de Galilée, c'est celle-là. Et c'est là que j'adore cette lettre de Johannes Kepler, en avril 1616, qui répond à Galilée, il répond au Messager céleste, qui est le titre de l'article scientifique paru dans Science de 1610, n'est-ce pas? Galilée donne ses conclusions scientifiques, et Kepler lui répond au lecteur, conversation avec le Messager céleste, et là il dit, mais donc, Monsieur Kepler, si vous avez raison, donc c'est-à-dire que c'est partout la même chose, demain, des audacieux voyageurs construiront des vaisseaux et iront dans l'éther céleste. Et ce ne sera pas plus difficile que de braver ces flots tellement compliqués du golfe de Gascogne, qui à l'époque était l'endroit le plus terrible de la navigation. Et il est quand même assez raisonnable parce qu'il dit, bon, c'est peut-être Kepler, C'est Kepler, c'est 110. avant Galilée. Et donc, il dit, c'est peut-être pas pour demain. Donc, en attendant, nous les astronomes, on va tracer les cartes de navigation des navigateurs célestes de demain. 1610. D'accord. Mais il a fallu la rupture scientifique. Et de là, comme par hasard, 1638, L'homme dans la Lune, en anglais, The Man in the Moon, le premier récit de science-fiction. Ah oui. Et 1600, je sais plus, 1670, 75, Cyrano de Bergerac. Et là, Il va dans la Lune aussi. Et là, c'est une tonne et des tonnes de bouquins qui vont raconter parce que brutalement, la science a fait basculer. C'est-à-dire que c'est plus le mythe qui vient empêcher. Il y a d'autres mythes qui se créent, qui vont s'alimenter. Mais ça devient possible. Je vais faire une petite excursion en dehors du monde occidental. Il me semble qu'il y a eu en Chine, associé à l'invention de la poudre,
et des feux d'artifice, une légende selon laquelle un empereur ou un mandarin, ou enfin un notable, s'était fait accrocher à un véhicule toute une série de fusées. On a allumé, tout a disparu, on ne l'a jamais revu, on en a déduit qu'il avait été très loin ou très haut, mais on ne sait pas plus. Voilà. Je sais pas, ça traîne un peu partout sur l'histoire de l'espace. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations qui ont des histoires de ce genre-là? Là, notamment, c'était la Chine, mais il y a peut-être d'autres choses qui ne sont pas tellement parvenues. C'est-à-dire, vous demandez s'il y a des histoires qui sont associées à quelqu'un historique qui serait disparu dans le... Non, mais historique ou mythique, mais des traditions sur des voyages dans le ciel, puisque là on est en train de dire qu'il n'y a pas grand-chose avant le XVIIe siècle dans l'Europe, dans la civilisation occidentale, et je me demandais dans les autres, africaines, nordiques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations qui ont des histoires associées à ça? Oui, les aborigènes peut-être. Il y a des histoires associées à ça, oui. Simplement, il m'en vient pas particulièrement une, parce que là, vous êtes en train, en fait, de nous dire une histoire qui est liée à une invention scientifique. Ça se situerait au Moyen-Âge, je ne sais plus, vers 1000 ou 1200, il me semble, selon la tradition rapportée, mais j'en sais pas plus. Oui. Donc ça, je ne peux pas vous répondre sur une invention scientifique qui serait associée à un voyage dans l'espace. Par contre, ce que je vous disais au départ, c'est qu'il y a des héros qui sont placés dans le ciel parce qu'ils ont fait des actions importantes sur Terre. On en voit notamment dans la tradition grecque, il y a pas mal de héros qui se retrouvent finalement dans l'espace, sous forme de constellation. Juste une remarque dans la culture occidentale, je pense qu'on a le mythe de la tour de Babel qui est une forme d'interdiction de rejoindre les cieux également. Absolument, oui. Parce que de fait, s'il y a des mythologies, c'est plutôt, comme vous le faites remarquer, en termes d'interdiction. Quand on parle Radicare, c'est aussi une forme d'interdiction. Ou alors, puisqu'on est dans la tradition biblique, pour compléter, on a parlé des chaînes de Jacob, on aurait pu parler du char de feu d'Élie, mais c'est au moment de sa mort. C'est Élie qui est emmené dans le ciel. Parce que je ne la connais pas, celle-là, excusez-moi. Élie, c'est un prophète. Ah oui, d'accord. Un type qui se balade en hurlant et en criant des insanités contre tout le monde quand ils ne sont pas dans le droit chemin. Et il a des bandes de prophètes autour de lui, et le récit raconte qu'au moment où il sait qu'il va mourir, parce que comme tout prophète, il sait tout. Donc il sait qu'il va mourir, il emmène son disciple, qui s'appelle Élisée, et puis... Oui, Élisée part et il n'est pas mort. Non, Élisée reste au sol. Il reste au sol. Et donc Élisée sait que son maître va partir, et le départ, la mort d'Élie, c'est en fait la mort, c'est la montée au ciel. Donc il y a un char de feu traîné par des chevaux de feu qui atterrissent, et dans lequel Élie monte au ciel. Donc c'est une ascension. Mais là, bien sûr, c'est comme le héros grec. Il ne reviendra pas sur terre. Il est quasiment divinisé. Il entre dans la sphère divine. Donc on est quand même dans une situation où la dualité est bien préservée. Je vais peut-être vous répondre par rapport à Prométhée. Parce que quand Prométhée a donné le feu aux hommes, il a donc été puni par ce supplice horrible qui était le foie qui renaissait sans cesse et qui était déchiqueté par des vautours. Et au bout d'un certain temps non défini, les dieux ont eu pitié de lui et l'ont placé au ciel, enfin parmi les héros qui ont été bénéfiques. Ils ont eu pitié de lui, oui, c'est ça. Oui. Non, Aristote n'est pas un de mes potes, alors que Jacob porte mon nom et ça me botte. Et j'aime aussi Kepler qui a su avant les autres qu'on parlerait d'aller sur la lune et qu'on irait sans faute. Voilà le panthéon de Jacques Cartier. On pense au mythe, je pense à un mythe commun à la plupart des religions et des sociétés, aussi bien bouddhistes, amérindiennes et même catholiques. C'est le mythe de la réincarnation.
Voilà. Il y a un mythe commun et j'aurais aimé savoir pourquoi justement ce mythe-là de la réincarnation ou de l'élévation au ciel est commun à toutes ces sociétés qui, au final, ne sont jamais connues ou fréquentées dans le temps et dans l'espace. Est-ce qu'il y a de la réincarnation dans la religion catholique Oui, c'est Jésus, Jésus-Christ. Pas de la réincarnation. C'est pas de la réincarnation, déjà incarné. Non, c'est la Mais il parle résurrection. du sur. Alors, vous laissez. Alors, attendez, monsieur. Effectivement, c'est plus une renaissance pour les catholiques, mais la réincarnation est quand même très présente chez les bouddhistes, chez les hindouistes, chez les amérindiens, chez toutes les... dans beaucoup de religions en fait, qui sont très éloignées les unes des autres. Alors, on exclut la religion catholique. C'est-à-dire que la religion catholique, c'était beaucoup plus vite que les autres, parce qu'au fond, le message chrétien, c'est avec l'amour, vous pouvez passer toutes vos réincarnations. Le don total de l'amour permet d'économiser toutes les réincarnations. Le principe de la réincarnation, c'est que l'être humain, enfin, l'âme ne meurt pas. Et donc, comme elle ne meurt pas, elle navigue d'un corps à un autre, y compris des pierres, y compris des végétaux, pour arriver à l'illumination. Donc, bien sûr, elle peut prendre un certain temps. Parce que quand elle répète les erreurs de la précédente incarnation, elle stagne. Donc, en effet, dans ce récit de l'humanité-là, ce qui est important, c'est pas le ciel, c'est la lumière. C'est-à-dire que la personne qui, au bout d'un certain nombre de vies, qui peuvent être des vies de pierres ou de végétaux ou d'animaux, va arriver à un degré de plénitude, d'amour de plénitude, qui fait qu'elle va être de la lumière. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on explique, je ne sais pas si on peut le faire, mais que voilà, ce motif de la réincarnation soit présent dans différentes civilisations qui n'ont pas forcément eu des contacts très... Peut-être parce que c'est vrai, Que quoi? la réincarnation. D'accord. Ou pas? Très joli, ouais. Mais encore. Non, mais en revanche, C'est un rapport au temps, oui. Jacques Arnaud. J'oserais avancer l'hypothèse qu'il y avait avant une question de conviction et de foi qui n'engage que la personne qui l'exprime, il y a un rapport au temps. Si je suis... Et quand on est très proche de la nature, ou quand on décide d'avoir une proximité par rapport à la nature, on voit cette nature qui a des cycles qui se transforme et en même temps qui revient, donc avec une certaine régularité. C'est avec le cycle lunaire, le cycle des saisons, les saisons avec la nature qui meurt et qui renaît, etc. Et donc un temps qui est plutôt, ce que je dis là est très grossier, mais un temps plutôt cyclique, et d'autres sculptures s'inscrivent dans un temps qui est plutôt linéaire. D'autres cultures. Donc par exemple, la tradition chrétienne, judéo-chrétienne, est une tradition où le temps est linéaire. Il y a un commencement et une fin, et si à l'intérieur il y a des petits cycles saisonniers, globalement c'est une grande flèche du temps. Le temps ne se répète pas. Donc il n'y a pas de la réincarnation, ça ne va pas s'inscrire dans ce... C'est déjà une approche sensiblement différente de la manière d'appréhender le temps. Et nos cultures, encore aujourd'hui, sont très marquées par ça. Ou même notre manière personnelle d'aborder. Donc après, c'est là qu'il y a des questions de conviction, au sens où ma manière de décider, ou une manière globale de notre société va décider d'agir, va s'inscrire dans un temps plutôt circulaire, ou plutôt linéaire. Le mythe de l'éternel retour qui est un grand mythe. En Occident, il revient lui-même, mais il n'est pas non plus prépondérant. Il y a des moments où il a été totalement mis de côté. C'est quoi le mythe de l'éternel retour que voilà, c'est ça. Les choses reviennent. Ouais. Parce que quand on y réfléchit un peu, ça peut être aussi bien la question de la réincarnation, qui est en fait un grand malheur. Quoi? La réincarnation. Un grand malheur, la réincarnation. Si je t'ai bien écouté. L'idéal, c'est d'être lumière. Ça peut être terrible si jamais je rate mon coup, je tombe la fois prochaine dans une pierre ou dans un morpion, alors j'ai tellement eu mal à devenir expert éthique au CNES. Il faut
quand même que je Faut pas fasse gaffe. faut pas On va pas discuter sur la réincarnation. Ça peut être aussi lié à la morale. Je reviens à l'espace. On a parlé tout à l'heure des univers multiples et des choses comme ça. Et les scientifiques qui aujourd'hui s'intéressent au multivers. Il faut rappeler ce que c'est. Donc, au moment où je vous parle, suivant certaines théories possibles, il y a un autre monde, totalement séparé d'une autre, où il y a la barre des sciences, avec en haut et en bas. En bas, il y a aussi un match de football, mais c'est pas les bleus qui gagnent, c'est les verts qui gagnent, par exemple. Et ici en haut, Paul de Brême, en fait, c'est chanter. Et il est en train de chanter dans cet autre monde, c'est pas l'autre monde. Donc il y a des mondes parallèles légèrement différents. Des univers parallèles, voilà, c'est ça. Bon, voilà. Et la question, c'est que les scientifiques eux-mêmes, parce que ça, au-delà des sciences, c'est la question de la morale. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs mondes parallèles, au fond, ce que je fais moi est complètement relatif. Puisqu'il y a d'autres mondes où un autre moi que moi, peut-être agit mieux que moi. Donc, je peux décider brutalement de prendre mon verre et de le casser sur la tête de Sylvie. Non, non. Ça ne m'arrangerait pas. C'est dommage pour elle, mais moi, au fond, c'est pas. La morale est sauve parce que dans un autre monde, au contraire, mon autre moi, est en train d'être parfaitement courtois. Oui, il y a plein. Et quelqu'un comme Nietzsche avait pensé à ça. Oui, Nietzsche. Non, mais enfin, voilà, on est. Il a repris. Et voilà, c'est là que la mythologie irrigue nos manières de penser, irrigue et. C'est aussi en sous-sol et c'est toujours intéressant d'aller le voir. Sylvie Dallet. Là, je vais être gentil et courtois à l'égard de Sylvie, donc je vais passer le micro. Il n'y a pas que des... Quand on réfléchit à cette idée qu'il y a des univers parallèles, il y a aussi naturellement le remarque qui s'intercale, c'est que ces univers s'enchevêtrent. Et c'est une jolie façon d'expliquer le hasard et la coïncidence. C'est une jolie façon d'expliquer les messagers, les intuitions. C'est cet enchevêtrement des mondes. Donc c'est un monde qui intervient dans le nôtre et qui vient rajouter un petit peu de désordre, et c'est ça le hasard. Oui. D'accord. D'accord. Il y a une rencontre entre le côté mythe et le côté scientifique qui va donner une théorie, si l'on peut dire, liée à la précession des équinoxes, qui faisait qu'on retrouve la même disposition des constellations, du mouvement du pôle au bout de 24 ou 25 millions, je ne sais plus si c'est exact, par cœur. Et certains, ils voyaient une sorte de période où se répéteraient les mêmes événements. Et je crois que c'est dans l'astronomie populaire que Flammarion racontait. Il y avait des gens qui étaient amateurs de cette théorie, qui se réunissaient de temps en temps pour faire un grand banquet. Et quand l'aubergiste leur présente la note, ils disent « Ah bah écoutez, on vous paiera la prochaine fois ». L'aubergiste réfléchit un peu et leur dit « Oui, mais la dernière fois, vous m'aviez déjà demandé ça, alors payez-moi celui d'il y a 25 000 ans, j'attendrai pour celui-ci. » Et il y a un film que vous pouvez regarder sur YouTube qui s'appelle Croisière sidérale, qui est un film de 1942 qui est assez étonnant, d'un monsieur qui s'appelle André Svoboda, et qui qui met cette situation en scène, quelqu'un qui part dans les étoiles et qui va perdre ou gagner 25 ans, 30 ans, etc. Et le film, en fin de compte, organise des croisières sidérales pour les gens qui veulent échapper à une vie qui leur déplaît sur la Terre, soit oubliés et pour toutes sortes de raisons s'en vont. Et à un certain moment du film, ils vont sur Vénus. Les Vénusiens sont merveilleux, beaux, intelligents, gentils. Et au bout d'un certain temps, tous ces terriens qui sont tombés par hasard sur Vénus n'ont qu'une envie, c'est revenir sur Terre parce qu'ils vont retrouver leurs ennuis, c'est-à-dire en fait retrouver leur karma, retrouver leur réincarnation de conflits et repartir. Donc vous pouvez le regarder, c'est assez intéressant. Ce qui serait intéressant, je trouve, ça serait d'écrire un mythe en l'an 2000 concernant les nouvelles connaissances et les nouvelles découvertes qu'on vient de faire, mais qui ne soient pas sous forme de formules mathématiques et physiques. Une autre histoire, enfin la même histoire, mais avec des mots
Il existe ce mythe-là, non la Carnot, ce nouveau mythe de la création. Ça s'appelle pas le Big Bang Oui, il existe de manière diffuse dans la manière dont nos amis scientifiques, ici par exemple, peuvent nous raconter l'origine, on parle toujours de l'origine, l'origine du cosmos, l'origine d'un autre bar des sciences, l'origine de l'humanité, l'origine de nos comportements. Quand un primatologue ou un neurobiologiste nous explique que nos sentiments, nos passions, nous les partageons à travers des processus chimiques avec un certain nombre d'animaux, il nous dit des choses sur notre origine. Alors, c'est parfois un peu dérangeant, mais les mythes sont dérangeants de fait. Parce qu'ils disent des choses sur nous que nous, peut-être, nous pouvons parfois nous cacher. Et donc, c'est effectivement, et je crois qu'aujourd'hui, les pourvoyeurs et en même temps les diffuseurs de mythes, ce sont en particulier les scientifiques ou ceux qui sont chargés de nous transmettre des connaissances qui effectivement sont parfois inaccessibles, en tout cas pour moi, soit c'est des formules mathématiques, des concepts compliqués ou des modes d'observation que je ne peux pas atteindre. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est ce que Paul Lebrun dit dans nous, si on, là immédiatement, je ne sais pas si on le fout ou pas, mais si on descendait, qu'on avait demandé aux gens qui sont sur le bar d'où vient l'univers, ils ne nous diront pas l'œuf primitif, le yin, le yang, etc. Les morpions, ils vont nous dire. Je veux bien faire le test. Et on n'a pas entendu la. Elle dit j'en sais rien. J'en sais rien. Je n'en sais rien. On peut faire le test. Il faut le faire aussi plusieurs fois. Qu'est-ce qu'ils nous diront Ils diront peut-être le Big Bang. Ils diront sans doute le Big Bang. Ils diront le Big Bang. Parce que c'est le mythe d'aujourd'hui. C'est le récit d'aujourd'hui. C'est un récit. Parce que, en plus, ceux qui le diffusent vont le diffuser sous forme de récit. Un bon vulgarisateur, un Uber Eats ou autre, il va nous raconter l'histoire. Donc il ne va pas nous aligner des chiffres, parce qu'on ne comprendrait pas, me semble-t-il. Mais il y en a d'autres. Sylvie Dallet, madame voudrait un peu plus de récit quand même. Allez-y, Sylvie Dallet. Alors peut-être que le Big Bang est justement lié au foot, quelque part. Non ? Non, mais je plaisantais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est bien évident que les gens qui sont constamment dans la métamorphose ou l'éternel retour ne peuvent pas penser en termes de Big Bang, parce que ce n'est pas le sujet de leur interrogation. Mais une très bonne idée à avoir, ce serait de construire collectivement une petite histoire, voilà, que chacun d'entre nous, on le fasse collectivement, fasse une histoire de ce qui est en train de se passer pour nous par rapport à l'espace. Et là, on aurait des très jolies histoires. Et on verrait celle qui va continuer. Parce qu'en fin de compte, un mythe, c'est aussi une histoire qui a passé le temps. Exactement. C'est un récit qui réussit et qui transmet. Nous sommes ici en Occident, donc nous avions des mythes pré-chrétiens, les mythes celtiques, dont on parle un peu plus de nos jours. Alors ces gens pensaient à la métempsychose, c'est-à-dire l'âme ne disparaît pas, mais vous pouvez nous en dire un peu plus sur la métempsychose des Celtes? Alors les Celtes avaient, je ne sais pas si je vais pouvoir bien répondre à votre question, mais ça rejoint la question de monsieur, c'est-à-dire l'âme ne meurt pas et elle se transforme. C'est une pérégrination de l'âme. Et par contre, elle peut arriver à un stade qui est le stade de la transfiguration, donc de la lumière. Les Celtes aussi, dans leur croyance populaire, pensaient que le ciel risquait de leur tomber, de tomber à un certain moment. Il y avait l'idée que le ciel pouvait être un couvercle. Et que donc, peut-être qu'ils s'y intéressaient moins, ils s'intéressaient plus à la dynamique qui est la métempsychose que vous êtes en train de dire. Donc cette dynamique des vibrations, de l'âme, de la destinée, que une tripartition un peu classique telle que les Grecs ont figé, c'est-à-dire le ciel, la terre, et ça nous paraît bien plus attractif aujourd'hui parce qu'on est justement à redécouvrir l'énergie et la passion qui nous portent tous.
Et ça, il me semble que c'est très positif comme démarche, de travailler sur des énergies qui se transforment, qui donc permettent bien sûr d'aller dans l'espace, mais permettent aussi d'aller en situation intérieure vers des particules vides, telles que les bouddhistes l'imaginent, c'est-à-dire particules de vide à l'extérieur, particules vides à l'intérieur, et tout cela, ça porte les éléments. Et ces âmes, Alors, je vous passe le micro. donc ces âmes ne se réincarnaient pas chez les Celtes. Elles migraient. Elles migraient. Alors, oui, c'est ça. Elles migraient. Elles migraient. Elles migraient. C'est un peu, c'est très proche. Moi j'ai tendance à penser qu'ici il faudrait plus clarifier le rapport entre science et mythe, parce que par exemple si on prend le Big Bang, ça représente deux choses différentes au moins. C'est le fait que l'univers, on sait de toute façon en raisonnement scientifique que l'univers était beaucoup plus chaud, concentré, etc., avec des phénomènes de haute physique. Et au-delà d'un certain point, on ne sait plus remonter, on ne sait pas ce qui se passe. Et la mythologie d'une certaine vulgarisation qui dit que ça n'est d'un point, ce qui est totalement sans fondement en fait. Et je dirais même que depuis longtemps, beaucoup de théories disent que ça peut être autre chose, ça peut être une phase de contraction et d'expansion, ça peut être une fluctuation du vide, ça peut être plein de choses, mais les philosophies ou les mythologies jouent sur quelque chose qui a été installé à un moment donné comme une représentation simplifiée qui n'était pas du tout scientifique, en réalité, qui était une extrapolation hasardeuse, et qui reste dans les esprits alors que c'est pas du tout, je pense, la cosmologie actuelle ne dit pas ça, elle ne sait pas, elle dit qu'elle ne sait pas en fait. Mais vous avez raison, enfin, à aucun moment donné d'ailleurs on a confondu le discours mythologique, mythique et le discours scientifique. En ce qui me concerne, j'ai simplement dit que si aujourd'hui on s'adresse à notre société, à nos sociétés occidentales, une fois encore, et que nous nous interrogeons sur, nous posons la question, quelle est l'origine du monde dans lequel nous sommes, mais nous, de ce que nous retenons de 50 ans de vulgarisation scientifique, ça va être le mot Big Bang. C'est dans ce sens-là que nos sociétés ont construit et construisent sans cesse des mythes, et qu'aujourd'hui, les mythes cosmiques concernent l'origine de la réalité qui est la nôtre, et bien s'appuient désormais, peut-être de manière un peu bancale, mais ça, de toute façon, on ne peut rien y faire. Enfin, on ne peut rien y faire. Si, on peut toujours faire plus en termes de diffusion scientifique, mais il s'appuie sur ces images qui nous sont données par les scientifiques. Mais ça a toujours été comme ça, je crois. Donc il n'y a aucune confusion, bien sûr que non. Il y a simplement le fait de constater. Quand on dit d'où vient l'homme, on ne dit plus Adam et Ève, on va dire Lucie, si on est français, qu'on est bien copains. Voilà, si on dit Toumaï, si on préfère son grand-père Michel, maintenant, Brunet, voilà, etc. Donc, mais c'est ça que ma remarque est posée à ce moment là-dessus. Et ça rejoignait le fait que les mythes, c'est pas du passé. Nos sociétés, non seulement ont besoin de mythes, mais en plus elles les construisent. Et c'est important. C'est très important. Je pense qu'une société sans mythes, elle est déjà morte. Enfin, quand on a prétendu au XIXe siècle, grâce à la raison, se débarrasser des mythes, c'était une erreur monstrueuse. De toute façon, on s'en est pas débarrassé. Fort heureusement. Sinon, nos sociétés n'existeraient plus. Vous disiez que la science était pourvoyeuse de mythes, c'était la grande pourvoyeuse de mythes aujourd'hui. Dans quel sens? Dans le sens de... C'est elle aujourd'hui qui produit le récit des origines. C'est ça que vous vouliez dire? Pourvoyeuse de matière. Oui. Après, c'est à la société dans son ensemble, toute la capacité de créativité d'une société, à travers même ses artistes, on parlait tout à l'heure, de prendre l'énergie, de prendre toute cette matière donnée par les scientifiques, toutes ces images, aujourd'hui on est un monde de l'image, mais tout ce qui nous surprend, nous étonne. Et hier soir, j'ai vu des superbes images de la Terre vue du point de Lagrange L1, mis en mouvement. Quand vous mettez ça dans une grande salle, dans le noir, nécessairement ça crée des émotions, et ça vous pose des questions. C'est une expérience qui se voulait d'ailleurs un peu, pas spirituelle, mais quelque chose comme ça, qui nous fait un peu sortir de nous. C'est un chamanisme de base, hein, on est d'accord, mais qui sort de nous et qui dit, mais
on est sur cette planète, on est un être et nous sommes enfin, donc là il y a des récits qui peuvent se créer. Et je crois que c'est ça, dans ce sens-là, que la science, les techniques, à travers des choses aussi compliquées à obtenir, mais aussi simples à montrer qu'une image de la Terre soit une belle mise en scène, eh bien ça suscite, je crois, un réel, une production d'expériences un peu profondes et pourquoi pas de récits mythiques, qui peut, et ça c'était le propos même de celui qui nous présentait cette image, avoir une influence sur la société. Parce que dès lors, un autre nous rappelait hier soir, c'était quand on ne sait plus où on va, regarde d'où on vient, disent les Africains. Ben oui, c'est ça. Si je ne sais plus où on va, quand tu ne sais plus d'où tu vas, regarde d'où tu viens. Voilà. D'où cette quête des origines, d'où cette mythologie qui s'intéresse aux origines. C'est pas pour rester du lieu d'où on est sorti, c'est pour avoir des idées sur comment construire un futur. Donc c'est pour ça que la mythologie, il ne faut surtout pas s'en débarrasser, et au contraire, de savoir avec quoi on peut l'alimenter. Et c'est vrai que les sciences et les techniques sont aujourd'hui de grandes pourvoyeuses de mythes, et tant mieux. Avec, je suis d'accord avec vous, le risque parfois de dégrader le message, etc. Mais depuis toujours, on parle bien de vulgarisation. Ouais. Vulgarisation, vulgariser. Le grand risque, c'est de rendre vulgaire. Et certains vulgarisent mieux que d'autres, même parmi les scientifiques. Et Paul est mieux placé pour le savoir. Donc c'est un risque, mais le risque vaut la peine d'être pris. De toute façon, on ne peut pas ne pas le prendre. Il y aura toujours des gens qui seront là pour essayer d'expliquer ce qui est complexe. Monsieur, je passe le micro. Merci. Jusqu'au XVe siècle à peu près, l'univers, le monde d'en haut était parfait. La musique des sphères, des étoiles immobiles, et puis la Terre était corrompue. Peu à peu, la science, à partir du XVe, enfin Galilée, puis Copernic, Kepler, tout ça, jusqu'au XXe siècle où maintenant, on découvre que le monde d'en haut est comme le nôtre en fait, que les planètes qu'on connaît sont toutes différentes, il y a des réactions chimiques avec des montagnes, avec des creux, etc., des vallées, que les étoiles sont pareilles, et que le monde est à peu près uniforme. Donc ça n'a pas impacté les mythes, j'imagine, parce que les mythes sont en dehors de la réalité physique. Par contre, ça a impacté les religions. La religion catholique a eu un peu de mal à s'adapter au début, Galilée l'a senti passer, d'autres aussi. Qu'en est-il des autres religions? Comment ça s'est passé? Comment se sont-elles adaptées à tout ça? Merci. Giordano Bruno aussi qui l'a senti passer. Ça a chauffé pour lui, oui. C'est un collègue qui ne Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous dites comment les mythes ont senti passer, disons, les découvertes scientifiques, c'est ça? Les mythes et religions, oui. C'est très simple. Hein. Un mythe, à partir du moment où il perdure, c'est qu'il y a quelque chose qui entre en résonance avec la personne ou avec la civilisation. Il y a des mythes qui meurent. Il y a des mythes qu'on conserve un peu comme dans un musée. Mais en réalité, il n'y a plus de résonance. Quand je vous ai cité au début de la discussion ce mythe aztèque qui disait qu'il y avait 13 mondes, au XVIIe siècle, peut-être, ça signifiait rien pour ceux qui ne pratiquaient plus cette religion. Mais aujourd'hui, ça commence à signifier quelque chose. Donc, c'est-à-dire que par rapport aux mythes, on est aussi dans des situations d'éternel retour. Hein. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en train de comprendre, parce qu'on les a souvent lus de façon mythologique, ces mythes, c'est-à-dire comme des histoires pour les enfants. Mais la plupart du temps, toujours même ceux qui sont restés dans nos mémoires, c'est qu'il y avait une signification profonde qu'on n'arrivait pas toujours à expliquer. Donc, je ne peux pas vous répondre, parce qu'il est impossible de vous répondre, de balayer en quelques mots le fait que les civilisations ont pris de plein fouet les découvertes scientifiques, puisque grâce aux découvertes scientifiques,
des mythes anciens commencent à être pris au sérieux. Quel exemple prenez-vous alors? Ben justement, cet enchevêtrement des mondes. Monsieur. Bon, voilà pour les mythes et pour les religions, peut-être que Jacques pourrait nous en dire plus sur la prise en compte par les diverses religions de la réalité de l'univers. Je serais incapable de le faire, surtout dans d'abord un temps court, et je n'ai pas non plus les compétences, parce qu'il faudrait balayer des différences tellement énormes. Et puis en plus, faire une distinction aussi nette entre mythe et religion est extrêmement dangereux. Parce que les religions sont fondées sur des mythes. On va parler de la tradition chrétienne, on va parler du mythe d'Adam et Ève, on va parler du mythe de la Genèse. Ils sont toujours très prégnants dans cette tradition. On va parler d'autres religions, le bouddhisme, même des grandes. Si c'est une religion, c'est déjà un problème. Aujourd'hui, le bouddhisme qui attire tellement les scientifiques contemporains, justement par rapport à certains concepts, le yin et le yang. Regardez Niels Bohr, qui, quand il est institué chevalier par le roi, je sais pas, la reine de Danemark, choisit le yin et le yang comme blason. En disant, mais là, on se sent à l'aise, on se sent à l'aise dans cette manière de présenter, de parler, de mettre en récit l'origine du monde. Donc après, les religions, ou alors on n'en garde que la partie la plus superficielle, qui est l'organisation, le ritualisme, et là, ça devient la structure, l'institution. Ou l'institution. Mais une fois encore, comme on disait tout à l'heure, le XVIIe siècle, ça ne veut pas dire voilà, une séparation, donc les mythes mènent leur petite vie de leur côté et les sciences de l'autre. Au contraire, les mythes sont à la fois renouvelés, on vient de le dire à l'instant, renouvelés par les visions des scientifiques. Les sciences, elles aussi, sont influencées par les mythes, fort heureusement. Et les choses continuent, et certains, effectivement, continuent à influencer. Adam et Ève, ça continue quand même à être un mythe qui est une espèce de référence. Référence ne signifie pas qu'on est d'accord avec, seulement qu'on peut s'en référer lorsqu'on parle de la même chose. Pourquoi y a-t-il eu, il y a je sais plus, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, la théorie de l'Ève mitochondriale, pour parler de l'origine de l'humanité? Parce qu'on s'est dit, il n'y a pas que l'ADN, ce qui reste en fait. Théorie scientifique. Théorie sur l'ADN. Donc on reprend l'image biblique pour. Et en fait, pour la mettre en mots, on parle de l'Ève mitochondriale. Donc si vraiment, alors quelle que soit la raison scientifique, mais donc ça veut dire que pour ces scientifiques qui cherchaient une manière de parler de ce qu'ils faisaient, ils avaient envie de se référer à ce vieux mythe qui n'avait donc pas totalement disparu. Il a encore une certaine efficacité dans son genre. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, je ne juge pas. Je constate simplement. Juste une question de méthode. La base du raisonnement humain, c'est l'analogie. Donc, après, on a les analogies qu'on veut, ou qu'on peut, dans un milieu donné. Donc, si on se rend compte que la base du raisonnement humain, c'est l'analogie, c'est-à-dire la confrontation des connaissances et de son environnement, eh bien, on peut dire que des structures aussi solides que des religions, soit vont prendre de plein fouet des découvertes scientifiques, soit vont les intégrer. Et ça dépend de la fluidité du message religieux qui est proposé. Le bouddhisme, qui n'est pas vraiment une religion, est très fluide, donc il intègre. Je veux dire, les questionnements qui ont été posés par le Dalai Lama, c'était ça. On pourrait regarder notre conception du monde au regard des découvertes les plus récentes de la science. On est prêt à tenir le débat. D'autres religions l'ont abandonné, le débat, parce qu'elles étaient devenues peut-être un peu trop dogmatiques. Donc on ne peut pas vous répondre, c'est pas possible. Mais c'est bien de l'avoir posé cette question, mais on ne peut pas vous répondre. Et on ne pourra jamais vous répondre. C'est une certitude.
Aristote n'est pas un de mes potes. Mes copains, lui c'est mon copain. Et savez-vous ce qui revient? Le mythe de l'éternel retour. Alors qu'il y a des mythes qui meurent, leur disparition, on les pleure. Et le bouddhisme, il prend son tour. C'était en 1951. À l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang s'appelait déjà la théorie du Big Bang, c'est en 1949. Fred Hoyle, qui était opposé à la théorie de l'expansion de l'univers à partir d'un point primitif, s'était moqué de l'un de ses fondateurs, Georges Lemaître, en appelant l'homme du Big Bang. Donc en 1951, on peut déjà parler de la théorie du Big Bang. Et à Rome, il y a un grand congrès d'astronomes. Et le pape, qui s'appelle Pie XII, invite les congressistes à venir au Vatican pour le rencontrer, parce que Pie XII est un astronome amateur. Et là, il fait un discours qui n'est pas tout à fait dans les mêmes termes que ceux que vous venez d'employer, mais un peu la même chose, en disant c'est extraordinaire, parce que vous, ce que vous, astronome, vous nous décrivez aujourd'hui de l'univers de son origine, donc on est toujours dans un discours d'origine, mais au fond, c'est ce qu'on lit dans la Bible. Au commencement, Dieu créa le monde, et c'est le premier jour, c'est la lumière, etc. Et il fait ce qu'on appelle un discours de type concordiste, c'est-à-dire qu'il prend d'un côté le discours scientifique, tel qu'il le comprend, et il le comprend, il est encore un peu astronome. Et de l'autre côté, le discours de la Bible, et puis il dit, ça concorde. Et quelques jours plus tard, Georges Lemaître, qui était parmi ces congressistes, qui est un abbé belge, rentre à Bruxelles, et donc un des pères, c'est lui l'homme du Big Bang. Il rentre à Bruxelles et ses étudiants le trouvent particulièrement peu jovial, alors que c'est un homme très jovial. Il avait tout dans sa corpulence et dans la joie de vivre. Et il dit, mais le pape a fait une bêtise monstrueuse. Parce que comparer deux discours complètement différents, c'est nécessairement un jeu de se prendre le pied dans le tapis. Et donc il a ensuite été voir le pape en lui disant, en tâchant de lui faire comprendre que voilà, d'un côté il y a un discours biblique qui est effectivement fondé sur des mythes. Ces mythes eux-mêmes peuvent être fondés sur de l'observation, parce qu'il y a des choses concrètes. Quand on a entendu les morpions, ça existe, les œufs, ça existe, l'importance de l'eau, ça existe, l'importance de la lumière, toutes ces choses-là, ça existe. Et bon, à partir de là, on peut élaborer un discours, mais la science relève d'une autre approche. Et à vouloir trop les rapprocher, on met l'ensemble en péril. Pie XII n'a pas écouté Georges Lemaître, et en fin 1952, lorsqu'il reçoit de nouveau des astronomes, il continue le même discours. Mais depuis, je pense que ses successeurs ont compris qu'il fallait faire très attention à ça. C'est-à-dire qu'on peut toujours lire en disant, tiens, c'est étrange la manière dont aujourd'hui encore, on raconte, aussi bien scientifique que depuis longtemps, les mythes racontent une histoire d'une certaine manière, et que c'est peut-être aussi parce que les scientifiques voient le monde aussi à leur manière. Une théorie scientifique, une théoria, c'est bien voir. Et je raconte ce que je vois, donc j'utilise aussi des manières humaines de raconter ce que je vois. Mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de révélation, à mon avis, il n'y a pas de révélation scientifique dans le discours biblique. Et de comparaison, mais le concordisme, vous voyez, on a dit aussi, l'ère primaire c'est le premier jour, la secondaire. Ne cherchons pas des choses qui n'existent pas. Ou alors, si on veut vraiment les chercher, si on veut vraiment les trouver, on les trouvera. Vous savez que on trouve le numéro de votre numéro de sécurité sociale se trouve dans le nombre de PIN. Aucun problème.
Je voudrais rebondir sur ce que vous voulez dire, madame, et puis aussi la personne qui est intervenue plus tôt. Il y a l'étoile des mages de Bethléem. On a pu trouver, je crois que c'était une comète qui était particulière à cette époque, qui était cette étoile des mages. Et donc, on retrouve dans l'histoire biblique des éléments qui sont des éléments historiques qui ont été interprétés d'une certaine façon. Et je voulais vous citer aussi quelque chose de particulier qui, je crois, est intervenu, je peux peut-être me tromper de la date, c'était en 1989, il y avait eu un rassemblement des chefs d'État à La Haye, et ils avaient dit, maintenant, la planète, c'est notre pays. Et il faut la défendre parce que la planète risque d'être, comment dirais-je, sérieusement abîmée par l'homme. Et donc à ce moment-là, s'est développé un nouveau mythe qui en fait a des analogies très anciennes avec les mythes amérindiens, qui est celui de la matrie, c'est-à-dire cette contraction entre patrie et mère, qui est en fait le mythe de Gaïa, c'est la terre-mère. Et là, on retrouve des éléments très anciens qui sont réactualisés parce qu'il y a une évolution historique et qu'on regarde les choses d'une autre façon. On a parlé des Inuits. Le mythe Inuit est intéressant. J'ai envie de vous le lire. Il décrit comment les étoiles naissent, entre autres choses. Lorsque la Terre naquit, il y a très très longtemps de ça, elle vint d'en haut. La terre, les rochers et les pierres tombèrent du ciel. Puis vinrent les hommes. De petits enfants aux yeux fermés sortirent de la terre par des buissons et s'allongèrent en gigotant. Ils n'arrivaient même pas à se mouvoir et puisaient leur nourriture de la terre. C'est un homme et une femme qui le racontent. Mais comment, c'est un mystère. Quand sont-ils apparus? Comment ont-ils grandi? Nous l'ignorons. Toujours est-il que la femme cousit des habits pour ses enfants et partit à leur rencontre. Elle les trouva, les habilla et les amena chez elle. Et il en fut ainsi pour beaucoup de petits-enfants. Ils ne connaissaient pas le soleil. Ils vivaient dans l'obscurité. La lumière n'existait seulement qu'à l'intérieur des maisons. Et leur nombre augmentait toujours plus. Ils devenaient très âgés, tous ces petits-enfants, la mort n'existant pas à cette époque-là. Et ils remplirent la terre. Une vieille femme dit à une autre, « Nous voulons tout à la fois la lumière et la mort. » Et il en fut ainsi. Alors même qu'elle prononçait ces paroles, avec la mort vint le soleil, la lune et les étoiles. Et lorsque les hommes mouraient, ils montaient au ciel et ils scintillaient. C'est bon, hein? Il y a plusieurs choses extraordinaires. Alors, l'une des choses, c'est bon, cet homme et cette femme qui recueillent les petits-enfants. Pourquoi ils sont là, comment ils sont là, on ne sait pas. Donc ça, c'est le mythe qui dit je ne sais pas tout. C'est quand même extraordinaire pour un mythe. Hein. C'est les Grecs qui disaient on sait tout. Prenez un micro. Oui. Non, il y a beaucoup de mythes qui disent on ne sait pas. D'accord. C'est les Grecs qui disaient on sait. Ah, d'accord, les coquins. Et alors, on a des petits-enfants qui naissent et qui apparaissent. Ils remplissent la terre, c'est très embêtant parce qu'ils prennent toute la place, ils ne peuvent pas mourir, et en plus, on n'a pas de lumière. Et là, très bien, la mort est liée à la lumière des cieux. Hein, voilà, les petits-enfants qui meurent, qui sont âgés, ils vont aller peupler le ciel, celui d'Alep. Pour dire du bien des Grecs, le mythe que vous venez de lire, si vous le comparez au mythe de la caverne de Platon, il est très intéressant. Parce qu'en fin de compte, dans le mythe de la caverne, ils étaient enfermés à regarder toujours la même image éternelle. Il y en a un qui sort, qui voit la lumière et tout est changé. On comprend que c'est un jeu de projection. Ouais. Oui. Effectivement, les petits-enfants, ça fait penser justement à la manière dont, si je reviens à des questions spatiales, la manière dont nous investissons aujourd'hui par des éléments de type mythique, culturel très, très particulier, cette entreprise très technique dont nous parlons habituellement au marge de l'espace. On va parler des lanceurs, on va parler de sondes, on va parler de technologie, on va parler de poudre, etc. etc. Et une chose qui m'a toujours frappé, c'est quand on regarde la manière
quand on regarde d'une certaine manière nos amis astronautes, en fait, c'est des petits enfants qu'on envoie dans l'espace. Ils ont des petits bonnets sur la tête. Vous voyez les moines coptes. Ils ont un cordon ombilical comme regardez les moines coptes. Comme la spiritualité des moines coptes, c'est l'enfance. Il faut retrouver une forme d'enfance spirituelle. Et ils ont des bonnets sur la tête qui sont des bonnets de nourrissons, comme on en met, peut-être plus maintenant, j'en sais rien, mais des tout petits bonnets comme ça, tout mignons. Et c'est la même chose. Regardez nos amis astronautes, ils ont une espèce de... un peu l'allure. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, il y a des choses comme ça où il y a une forme de... non pas d'infantilisation, c'est pas du tout ce que je veux dire par là. Mais on rentre dans un petit cocon et il y a une forme de renaissance. Il y a des choses comme ça qui jouent, qui sont un peu étonnantes. Alors j'ai dit, il ne faut pas chercher de liens et trouver des explications partout. Simplement voir comment il y a des consonances, pas des concordances, mais simplement des consonances dans les images, qui fait que c'est la manière dont nous les voyons, la manière dont aussi nous voulons qu'ils apparaissent. Et c'est vrai que même si on a passé cette rupture du XVe siècle, le ciel, il n'y a plus de différence, etc., le cosmos au sens duquel ça n'existe plus, n'empêche que aller rejoindre, dépasser nos 100 km d'altitude, aller dans l'espace, c'est quand même rejoindre un autre monde. Et quand on se plaint, ou quand on entend des plaintes à propos des débris dans l'espace, quand nous entendons ici ou ailleurs, enfin quand même, on a pollué l'espace, on a sali l'espace, on a transformé l'espace en poubelle, c'est parce que le ciel devrait être propre. C'est un lieu qui doit être pur, quelque part. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est une des raisons sans doute qui joue. Parce que ça reste évidemment marquant. Alors c'est un élément qui se mélange à d'autres, comme toujours. Mais je crois qu'on peut avoir cet aspect-là. Donc les petits enfants qui finissent par remonter au ciel et fermer les étoiles, moi j'ai envie de dire, tiens, pourquoi pas un petit clin d'œil, une petite association d'idées avec ces petits poupons qu'on met dans leur petit couffin. Parce que regardez un siège de Soyouz, d'abord moi je ne pourrais pas rentrer dedans, mais c'est une position fétale. C'est une position fétale, c'est la position la plus... en tout cas celle qu'on a choisie pour ce genre de... Je ne dis pas que c'était trop... N'y voyez pas plus que simplement un clin d'œil. Une analogie, voilà, absolument. Quand Armstrong est allé dans la Lune, donc il a déposé des graines. Son père était jardinier, je crois que c'est ça l'histoire. Il a déposé des graines sur le sol de la Lune et il les a ramenées après. Donc ces graines ont été soumises à des rayons spécifiques. Et quand il est revenu, il les a distribuées dans le monde. Il y en a qui ont crevé, il y en a qui ont poussé. Et il y a certains endroits où il y a des arbres de la Lune. Donc c'est beau comme création d'une nouvelle histoire. Alors s'il n'y a pas d'intervention, j'aimerais revenir d'un mot à cette espèce de... comment dire, cette espèce de lutte entre les différents récits. On voit par exemple le récit biblique, et puis on a Georges Lemaître qui arrive là-dessus avec un autre récit qui se base sur des faits scientifiquement prouvés. J'aimerais bien savoir comment Georges Lemaître, lui-même qui était religieux, qui était prêtre, a lui-même vécu le fait que le récit qu'il était en train de construire était en train d'entrer en collision frontale avec le récit biblique qu'il était censé d'une certaine manière défendre devant ses ouailles. Est-ce qu'il y avait apparemment comment est-ce qu'il vivait ça, lui? Lui, il a très bien vécu, merci pour le livre. Merci beaucoup. Oui, vous avez l'air de dire qu'il était jovial. Non, mais il s'est bien rendu compte, donc il a commencé à élaborer sa théorie au début des années 1920, et il s'est quand même assez rendu compte qu'il y avait des concordances possibles, et il ne fallait pas les faire justement, entre ce qu'il était en train de développer, cette théorie de l'atome primitif, comme il l'appelait, et puis ce récit biblique qu'il connaissait bien, au moins ça. On ne va pas rentrer dans toute la jeunesse et la genèse de Georges Lemaître. Et donc il a quand même assez rapidement pris garde à bien séparer les choses, en disant, moi je fais de la science, avec des outils scientifiques, des outils mathématiques en particulier,
le débat, il est scientifique, et c'est bien débattu. Hein. Il a dû se battre contre Einstein, se battre contre un certain nombre de scientifiques de l'époque, parce que c'était peu nombreux au départ à donner crédit à cette théorie. Mais dès le début, il a bien séparé les deux choses. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il a contribué à sa manière, peut-être assez simple dans son côté très carré, en disant voilà, il n'y a rien à voir, mais au moins il a contribué au rapport entre le discours religieux et le discours scientifique au XXe siècle sur ce sujet-là, qui est quand même un des sujets majeurs de découverte du XXe siècle. Il allait jusqu'à dire qu'à la limite, la théorie qui allait devenir la théorie du Big Bang était en opposition avec le livre de la Genèse, pour être sûr que ce qui est excessif d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas d'opposition, il y a seulement il n'y a pas de lien. Il a vraiment défendu ça, et il l'a défendu jusqu'au président. Voilà, à cette question, je pense qu'on peut avoir cette réponse de le maître. Je crois que il faut être clair sur quelque chose. La démarche scientifique est l'exploration d'une sorte de précaré, avec des outils qui sont adaptés à l'exploration qu'on veut mener et qu'on a définie au départ. Heureusement, les littéraires et les artistes ont un tempérament à naviguer hors des limites et se satisfont assez peu de rester dans un précaré. Et les récits mythiques, ce sont des récits qui naviguent entre les deux, c'est-à-dire une sorte de vérification historique qui fait que certains sont restés, parce qu'on peut justement trouver des concordances encore aujourd'hui, et d'autre part, des sens multiples qu'on peut analyser vraiment à différents niveaux, c'est-à-dire des sens cachés aussi. Et là, il faut accepter que l'esprit humain a cette capacité de faire ce qu'on appelle une expérience à partir d'outils spécifiques et qui correspondent à une exploration qui est bien balisée, et que l'esprit humain, pour avoir cette expérience, a une nécessité d'aller au-delà de l'expérience, c'est-à-dire avoir une vision globale, avoir un rêve, avoir une intuition, avoir des rencontres. Et c'est absolument pas contradictoire, c'est simplement à des niveaux différents de la perception et de la vision collective ou singulière de la personne. Il y avait aussi une phrase que vous avez eue, Jacques Arnaud, vous m'avez dit « les mythes font avancer ». Les mythes nous aident à avancer. En quoi est-ce que les mythes nous aident à avancer? Je pense que je faisais allusion directement à nos affaires spatiales. C'est pas en contradiction par rapport à l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, au sens où pendant des siècles, la cosmologie et les mythes auraient plutôt interdit le ciel aux humains, et brutalement, le ciel s'ouvre. Mais les mythes continuent quand même je n'aime pas les mythes au sens seulement du récit, mais tout le processus auquel ils font appel, le processus d'imagination, le processus d'implication de l'humain dans l'action. Et je pense que je fais allusion à ce qui s'est passé donc au XXe siècle. Parce que rien n'était gagné de cette aventure spatiale dont aujourd'hui on parle couramment, non seulement au niveau technique. Au niveau technique, vous connaissez cette histoire, on faisait allusion à cet empereur de Chine, à la poudre au XIIe siècle, à d'autres essais heureux ou malheureux, ça dépend de quel côté on se place. Mais du côté de l'empereur, c'était plutôt malheureux. Il y en a eu d'autres essais. La technique avançait, la théorie avançait, Tchaikovsky, voilà, Godard et compagnie. Mais fallait-il encore qu'il y ait une volonté politique de se lancer là-dedans? Et il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits de ce qui s'est passé en particulier dans la société américaine dans les années 50, où précisément ceux qui ont fait ces travaux ont constaté comment l'engagement des États-Unis dans un programme spatial qui va se concrétiser dans la course à la Lune, on voit que ça et Kennedy, mais avant ça, il y avait quand même toute une nécessité d'enraciner et de convaincre l'opinion publique et les politiques de la nécessité. Les scientifiques, ils étaient convaincus de l'intérêt scientifique d'aller dans l'espace.
les militaires, ils étaient aussi convaincus de l'intérêt encore plus que les scientifiques stratégique de le faire, parce que les avions espions, ça ne suffisait pas. Mais il fallait aller au-delà. Et là, ils ont été demandés au fond, à des pourvoyeurs de mythes. Et un des grands pourvoyeurs de mythes des années 50 aux États-Unis, il s'appelait Walt Disney. Et il était en train de développer un monde de l'imaginaire qui a des tas de racines dans des tas de choses de partout. Et Walt Disney a participé à une forme de propagande, prenez pas ça négativement, mais en tout cas d'appui, pour faire comprendre à l'opinion publique que se lancer dans la course à l'espace, dans la course à la Lune en particulier, ça avait du sens et que c'était important, etc. Et Walt Disney va s'appuyer lui-même sur la science-fiction. Ma question, c'est les rythmes. Je redonne la parole tout de suite. Ma question, c'est les rythmes font avancer, c'est ça que vous m'avez dit. Vous dites oui, pardon, pas les rythmes, les mythes font avancer. Et vous me dites oui, et à telle enseigne que les Américains, certains Américains qui voulaient aller à la course à la Lune, sont allés voir Walt Disney pour qu'il fabrique du récit qui pouvait capter un imaginaire pour que on devienne, pour que cette nécessité d'aller à la Lune devienne évidente, c'est ça? Oui, le récit, c'est pas uniquement je raconte quelque chose. Ça alors, est-ce qu'il s'y est pris de Walt Disney? Il a participé à des réunions pour... mais il faut aller regarder, il faudrait aller visiter, ce que je n'ai pas fait, puis vraiment, l'allure de ces, je ne sais plus comment s'appelait son centre, Epcot, c'est ça, Epcot Center, donc tous ces lieux qu'il a montés, qui sont des formes de récits. Je veux dire, attention, le récit, c'est pas seulement il était une fois, même si chez lui il raconte, mais c'est la mise en image, c'est toute l'élaboration, parce que, évidemment, les mythes, s'ils s'adaptent, ils s'adaptent aussi aux moyens humains. Et donc il y a vraiment un appui sur Walt Disney, et aussi, on le sait, des gens comme Jules Verne étaient très présents dans la culture américaine. L'aspect technique, par exemple, de Jules Verne était très présent. Donc, tout ça il fallait capter un imaginaire pour capter aussi une volonté, pour que la volonté puisse... Parce que si on explique simplement, il faut aller dans la Lune, parce que rationnellement, on n'a pas l'opinion publique. Non, on n'a pas l'opinion publique. Et donc c'est toute cette place de l'imaginaire dans le programme spatial américain, et bon, s'il y en a certains que ça existe, donc je peux redonner des références, a été très bien travaillé. Et je dirais, on n'a pas arrêté depuis. On tâche aussi de le faire. Alors ça, c'est plus Walt Disney, c'en est d'autres. On utilise d'autres moyens, ou même sans le savoir. Je crois que ça demeure. Sylvie Dallet. Le film soviétique qui a été fait en 1924, qui parle de la colonisation de Mars, est inspiré d'une nouvelle de Tolstoï. Le voyage dans la Lune de Méliès est inspiré de Jules Verne. Et voilà, donc je dirais pas que c'est une propagande, mais il y a une continuité. Nous sommes construits comme ça. Et pour Walt Disney, la grande nouvelle, c'est que vous avez invité la fée Clochette et Peter Pan. Non, c'est Pinocchio. Quand on voit la belle étoile, la fée bleue descend des cieux. Les paroles sont un peu transformées, mais c'est un peu ça le but. Oui. Si je peux dire, à l'origine, il y a la question de l'autre. Donc la question est, est-ce qu'il y a un autre moi? Alors, je parlais toujours de l'autre moi dans un univers parallèle, mais c'est simplement, est-ce qu'il y a d'autres hommes comme nous? Enfin, la question de l'autre, d'autrui, en permanence. Pour moi, c'est constitutif même de l'être humain. Donc la question de l'extraterrestre, telle qu'on formule aujourd'hui dans ces mots-là, une question qui est aussi ancienne que notre humanité, pour le moins. Alors auparavant, ça peut utiliser d'autres termes. Quand on évoquait les anges tout à l'heure, je trouve qu'il y a beaucoup de choses communes entre les anges et les extraterrestres. Oui. Non seulement parce que là on les évoque comme ça, ou qu'on les invoque, mais quand il y a eu un bar des sciences sur le GEPAN, la manière dont c'est le groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés, donc le service OVNI du CNES, en gros. Le service OVNI du CNES, voilà, pour le dire. Ne le fais pas! Je pourrais faire une musique, là. Voilà. Pardon. C'est quoi la date? Ça arrive quand c'est dit ça. C'est pas grave. Donc, on se
stage ce soir. Voilà. Donc quand le GEPAN reçoit des témoignages, ce qui est assez surprenant, c'est que la forme que prennent ces témoignages, si vous enlevez dans ceux qui sont plutôt des récits de rencontres un peu du troisième type, pas simplement d'objets, mais la forme que ça prend, vous enlevez le petit homme vert et vous mettez ça à un ange à la place, vous avez exactement les mêmes mots. C'est-à-dire que ça prend les mêmes processus de langage, le même type d'expérience. Donc pour moi, c'est pas, une fois encore, c'est pas du tout pour aller dans un sens ou dans l'autre, simplement dire que c'est une vieille question. C'est la question de autrui que je ne connais pas, c'est la question des anges. Qui vient à ma rencontre, ou je vais à la rencontre de lui, et ça c'est encore d'immenses mythes fantastiques, parce que s'il y a les mythes des origines, il y a aussi liés à eux tous les mythes des rencontres. Comment se fait-il que nous nous rencontrons les uns les autres? Quel est le mythe des barres des sciences? Il y a un mythe des barres des sciences, j'en suis certain. Il était une fois un tel qui s'est dit, ils étaient dans un café, ils ont dit, et si on faisait ça? Il y a un mythe. Moi, je peux vous raconter le mythe de l'éthique spatiale. C'était un matin à l'Agence spatiale européenne. M. Rodota, italien, était en train de prendre son café du matin. Et il s'est dit, c'est très bien de faire de l'éthique spatiale. Et en face de lui, il y avait l'UNESCO. C'est trop difficile pour nous. Alors, je vais demander au directeur Federico Maior de faire de l'éthique. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Le mythe de création de l'éthique spatiale. Il y avait Icare quand même. Oui, il y avait Icare. Une dernière question, monsieur. Merci. Je voulais simplement dire que Galilée et Giordano Bruno ont été condamnés au concordisme. Parce qu'à la même époque, vous aviez Copernic qui plaçait le Soleil au centre de l'univers. Lui, il n'a absolument rien fait. Alors Copernic, il a eu quand même un coup de peau, le hasard dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il est mort, sur son lit de mort, on lui a apporté les premières épreuves de son livre. Donc il était déjà mort, quand on aurait pu le condamner. Et puis ensuite, quand on a publié son livre, on avait pris pas mal de précautions. Giordano Bruno, ce n'est pas pour totalement concordisme. Giordano Bruno, il pourrait rentrer dans le livre des records, puisqu'il est sans doute le seul à avoir été excommunié par les 3 églises de son temps. Donc au bout de 3, voilà. Et puis il a un peu cherché. Alors Galilée, c'est sans doute plus compliqué. Mais aujourd'hui encore, ces procès sont largement discutés par les historiens des sciences pour comprendre exactement pourquoi on a condamné. Mais c'est toujours un mélange d'aspects politiques, d'aspects théologiques, d'aspects philosophiques et puis d'aspects humains. Bruno devait être quand même assez dingue. Mais lui, c'est un homme des mondes infinis. C'était surtout ça. Il était en train de dire ou de défendre de manière un peu plus véhémente que d'autres, que l'univers avait les dimensions de Dieu. Et ça, c'est du blasphème. Donc ça, c'est au bûcher. Au bûcher. On va parler de Rosetta en octobre avec Francis Rocard, puisque Rosetta va sortir de son hibernation et surtout, sortir de son hibernation. Je ne sais pas très bien. En tout cas, on va atterrir sur le baiser de Rosetta. Celui c'est déjà fait. Le baiser de Rosetta Hachouri. Voilà. On va parler ensuite des nouveaux acteurs du spatial, notamment les Elon Musk, vous savez, ces gens assez extraordinaires. Donc on va parler donc du New Space, de ces nouveaux milliardaires de l'espace. Ce sera en novembre. Le 13 décembre, on va parler de la guerre des étoiles. La guerre des étoiles entre mythe et réalité. On aura Roland Lehoux, que vous connaissez peut-être, qui est un chercheur qui s'intéresse beaucoup à justement tous ces récits, encore une fois, mais qui les passe à la moulinette de la science pour savoir exactement ce qu'il en est, voir si tout est... s'il y a une concordance d'ailleurs scientifique à l'intérieur de chaque film. Le corps à l'épreuve de la microgravité, ce sera le 17 janvier, juste après le départ du français Thomas Pesquet sur la Station Spatiale Internationale. On aura Jean-François Clairvoy, astronaute, qui sera avec nous. En février, Cospas Sarsat, le sauvetage par satellite, on va en parler. En mars, on va parler de Gaïa à nouveau, Gaïa,
la déesse de la Terre, voilà, chez les Grecs. Mais ce n'est pas de cette Gaïa-là qu'on va parler, c'est de la mission spatiale, vous savez, qui a fait une cartographie de millions d'étoiles. C'est une mission absolument extraordinaire européenne. Gaïa révèle la construction de la Voie lactée. On va en parler le 21 mars. Le 18 avril, espace et qualité de l'air. Voilà, donc depuis l'espace, on peut aller surveiller ça. Le 16 mai, on va parler d'ExoMars. 16 mai 2017, donc ExoMars 2016 se sera posé, je suppose, à cette époque-là, et on en saura plus sur cette mission et comment elle a fonctionné avec Michel Viseau et François Forget, qui est un astrobiologiste. Et puis, dernier rendez-vous, le 20 juin, le suivi des animaux par satellite. Voilà pour ce beau programme, franchement, riche, intéressant. Je crois que vous avez pu picorer ce qui allait vous intéresser là-dedans pour l'année prochaine. La deuxième chose, je voulais qu'on félicite et remercie évidemment nos deux intervenants de ce soir, c'est Sylvie Dallet et Jacques Arnoux.